Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et merci de votre fidélité à ce programme, à Panel Hebdo et à tous les programmes de la chaîne Télé-Sud, Global Africa, Panel Hebdo, l'actualité revue et revisitée et souvent bousculée par les chroniqueurs invités à nous livrer leurs commentaires, analyses, décryptages et aussi les humeurs sur les grands faits de l'actualité en Afrique et dans le monde. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Maître Jean-Paul Benoît. Bonjour Maître. Bonsoir à tous, bonsoir aux téléspectateurs, téléspectatrices. Bon retour ici. Merci. Après quelques semaines d'absence. Oh, deux. D'absence. Ah oui, je pensais qu'il y en avait plus que ça. Ah bah vous voyez, si je vous manque... C'est un peu plus long quand même, si c'est un peu plus long. Ah, ça fait plus long. Oui, c'était plus long. Ouais. Bon, alors 3 semaines. Enfin, c'est pour des raisons absolument... Tout à fait valables. Valables. Professionnelles. Professionnelles. Ben Yayassi, bonjour. Bonjour Francis. Vous allez bien? Ça va bien, merci. Depuis Tambacounda, depuis Dakar. Tambacounda, Dakar et Oui. Ziguinchor. Bientôt, vous pourrez prendre de grandes vacances, parce qu'on arrive bientôt à la fin de la saison de Panel Hebdo. Ça permettra de recharger les batteries. Et d'aller au Rwanda, peut-être. Pourquoi pas? C'est dans les tiroirs. Dans les tiroirs. Il faut ouvrir les tiroirs. Avec Gracien, certainement, Gracien Rokinekiza, vous serez un compagnon, un guide éclairé, si je puis dire, de Ben Yayassi au Rwanda. Oui, je serais ravi d'y aller avec Ben au Rwanda, un pays qu'il a déjà vu. Oui. Éventuellement, je serai un très bon guide. Il n'y aura pas les mêmes erreurs que dans le passé. Il y a eu des erreurs. Je ne sais pas, parce qu'il a été une seule fois. Sinon, il aurait été pour la deuxième, la troisième, la quatrième fois. D'accord. S'il a été une seule fois, il y a une raison. Des embûches. Ouais. Cette fois-ci, vous pourrez compter sur vos conseils, Ouais. bien sûr. Moi, j'y suis allé aussi au Rwanda. Vous aussi. Mais dans les temps anciens. Ah oui, d'accord. Il faut y aller maintenant. Dans les temps Il a anciens. changé. Grégory Sileni est avec nous depuis Madagascar. Bonsoir Francis, bonsoir à tous les téléspectateurs. Merci d'être là, Grégory. Merci de m'inviter. Comment va la Gen Z à Madagascar? La Gen Z, écoutez, c'est toujours délicat à Madagascar. Oui. On suit ça attentivement. Et on espère que notre président de la refondation soit redynamisé et qu'il puisse impulser quelque chose de nouveau dans les mois à venir. Je ne sais pas, vous faites la blague récurrente désormais. Non, il faut arrêter quand même. Le détecteur de mensonges. Oui, le pauvre, il faut arrêter ça quand même. Faisons preuve d'empathie pour notre président. Merci Grégory. Merci à vous tous. 3 sujets au sommaire de cette édition. D'abord, le sujet incontournable du moment, la Coupe du monde de football qui se déroule cette année aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Étrange fête du football, précédée d'un grand malaise avec les conditions d'entrée imposées aux équipes et aux supporters d'une cinquantaine de pays, notamment africains. Restriction de visa, caution financière dissuasive, suspension de délivrance de visa pour les ressortissants de la RDC en raison de l'épidémie d'Ebola, etc. Une Coupe du monde de football avec l'ombre portée de Donald Trump et sa politique migratoire, mais aussi une Coupe du monde parfois privatisée par le locataire de la Maison-Blanche, Donald Trump. Nous en parlerons ici. Autre sujet, l'actualité politique camerounaise avec une nouvelle péripétie de l'élection présidentielle controversée d'octobre 2025, une procédure judiciaire engagée auprès du tribunal judiciaire de Paris par Issa Chiroma Bakari, candidat malheureux de cette élection, on s'en souvient, et qui se considère toujours d'ailleurs comme le vainqueur de cette élection. Procédure judiciaire contre le chef de l'État camerounais Paul Biya. Détails et précisions tout à l'heure dans cette émission. Enfin, la guerre au Moyen-Orient, une drôle de fin de guerre pour les États-Unis, entraînée par Donald Trump dans un conflit dont il a fini lui-même par ignorer la cause. Plus pressé d'en finir que l'Iran, qu'il avait promis de ramener à l'âge de pierre. Donald Trump se flatte d'un accord qui pourtant ressemble à une véritable capitulation des États-Unis. Regard sur cet incroyable fiasco américain dans cette émission, avec les chroniqueurs bien sûr. Tout de suite, le premier sujet, un regard donc sur la Coupe du monde de football. Mais avant d'en parler, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais savoir si vous suivez les uns les autres cet événement, vous regardez les matchs de football ou pas? Oui, je regarde certains matchs, pas tous les matchs, Oui. parce que des fois les heures sont décalées, mais il y a des matchs qui sont assez intéressants quand on regarde. Ouais. Jean-Paul Benoît, je connais votre enthousiasme débordant pour le football. Bon, ça m'a jamais passionné. Et je trouve qu'on paie très cher des gens pour courir après un ballon. Et le football est devenu une affaire financière, certes sportive pour quelques-uns, mais ça ne me passionne pas.
Et je ne place pas mon nationalisme à travers les résultats de l'équipe de France. Mais vous en parlez avec nous parce qu'on aura des sujets qui vous intéressent certainement. On en parlera. On peut parler de la FIFA. Bien sûr, absolument, des sujets. Qui a une gestion transparente de son financement. Bien sûr. Comme chacun sait. Ben Yassi, téléspectateur assidu Oui, des Lions de la Teranga. Ah, vous ne regardez que les Lions de la Teranga. Ah non, des Lions de la Teranga et de toutes les autres équipes. Ah bon, quand même. Principalement. D'accord. Vous avez passé une nuit un peu difficile cette semaine, non avec, Très difficile, oui. Mais bon, l'équipe, il y a des défaite des Lions de la Teranga. Oui, il y a des éléments de l'équipe qui prennent de l'âge et il faudra au moins accorder une chance à la jeune génération qui est là, qui tape aux portes. Et c'était un peu prévisible. Il faut dire que vous avez en face d'eux une équipe quand même qui avait beaucoup de mérite aussi. Ben oui, la France, c'était une très bonne équipe aussi, et surtout avec Olysée et Mbappé qui sont très vivaces et très véloces. Donc il fallait composer une défense en capacité de les contrecarrer et malheureusement, ce n'était pas le cas. Et là, ça va, vous allez mieux maintenant? Oui, en espérant qu'avec la Norvège, ça va mieux se passer. Avec la Norvège. C'est le prochain match, c'est ça? Oui. D'accord, du Sénégal. Ça sera quand? Je ne sais pas. Vous ne savez pas non plus? Ouais. Bon. Je n'ai pas la date, mais je sais que je la suivrai. Grégory, et vous alors? Oui, je suis les matchs, l'équipe de France. Pas de Madagascar cette année. Madagascar, non. Oui. On a eu l'exploit de faire une fois la CAN et on est allé très loin. Une fois en demi-finale. Et malheureusement, l'ouverture aux 48 équipes n'a pas profité à Madagascar, malheureusement. Mais bon, après, je supporte les équipes africaines. D'accord. Bon, après, on ne suit pas. Il y a beaucoup de matchs. Donc, Madagascar n'est pas une grande nation de football, comme disent les professionnels. Oui. Bon, après, je pense qu'on a vraiment du potentiel. Mais vous savez, c'est beaucoup, on va peut-être un peu en parler, mais c'est aussi les histoires des fédérations. Les fédérations doivent vraiment déployer des stratégies. Et Madagascar, il y a eu quand même... pourquoi on a réussi à la CAN, c'est qu'ils ont réussi à faire cette politique que beaucoup de pays africains font maintenant, c'est la politique des binationaux. On voit qu'il y a de plus en plus... les fédérations œuvrent pour que des gens qui sont quand même nés en France viennent jouer pour leur sélection de leur pays d'origine. Bon, écoutez, je pense qu'au Burundi, c'est pareil, je crois, Grégory, Gratien, c'est pas une grande nation de football. Non, pas du tout. On m'a même dit qu'il n'y a pas de terrain de football au Burundi. Ah, il y en a. Il y en a, il peut y en avoir 2. Il y en a 2, et dans tout le pays. De bon. Encore faut-il... Encore. Il faut pouvoir y accéder d'ailleurs dans les collines. Oui, même à Bujumbura, des fois, c'est un peu compliqué. Je pense souvent des terrains de foot, quand c'est construit, c'est plus politique que sportif. Ne dites pas ça avec cette mélancolie que je perçois dans votre regard quand même. Non. Voilà. Le Burundi a d'autres qualités. Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Oui, bien sûr. Alors parlons donc de cette Coupe du Monde de football. La compétition se déroule depuis le 11 juin. Et ça sera jusqu'au 19 juillet, c'est ça, aux États-Unis, au Mexique, au Canada. 48 équipes qualifiées, dont 10 africaines. Ce tournoi a déjà battu tous les records de polémique, de tension, aussi d'incertitude, du fait des conditions de participation et de séjour exigées par la nouvelle politique migratoire de l'administration Trump. Alors une chose qui me surprend, maître, c'est que voilà, on a beaucoup parlé évidemment de ces difficultés d'entrée aux États-Unis, etc. Mais cette coupe se passe dans 3 pays, voilà, aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Comment se fait-il que ce sont les exigences des États-Unis qui prévalent sur celles du Mexique et du Canada? Et que disent les Canadiens et les Mexicains dans tout ça? Il y a une réponse toute simple. Trump l'a trouvé hier soir au G7. Il a dit « I am the boss ». C'est lui le patron. Donc il estime qu'il est le patron de cette Coupe du monde de football et que... tous ces fantasmes anti-migratoires, sécuritaires, nationalistes reviennent. En plus, il a négocié, autant que je le sache, avec la FIFA, qui n'est pas toujours un exemple d'objectivité et de transparence. On sait comment un certain nombre de lieux de Coupe du Monde ont été attribués. Donc voilà, moi je ne suis pas surpris de l'attitude de Trump. En plus, je trouve que cette compétition qui se déroule dans 3 pays, c'est quand même compliqué pour les joueurs, c'est compliqué en termes d'organisation, mais les États-Unis ne sont pas un pays de foot, tellement ça ne les intéresse pas. Ce qui intéressait Trump, c'est le MMA, et d'ailleurs c'était tout à fait hallucinant
il a ouvert le G7, au lieu de parler des problèmes mondiaux, en disant c'est un Français, hein, Macron, qui a gagné la lutte sous le dôme extraordinaire qu'il avait fait à la Maison-Blanche. Tout ça, je trouve ça ridicule. Et je ne sais pas comment. Cela dit, il est intéressé par les retombées financières. Oui, toujours. Non, mais Trump, il est toujours intéressé par les retombées financières. Il va vous expliquer, on y viendra tout à l'heure, que grâce à l'Iran, il va faire des affaires, que l'immobilier va bien se porter. Enfin, tout ça, c'est un monde, comment dire, où il n'y a plus de repère de quelques valeurs essentielles portées par des hommes qui ont un leadership, quand même. Ça compte dans la vie politique, dans la vie intellectuelle. Donc le foot, voilà, moi je souhaite bonne chance aux joueurs. Si ça les amuse de courir après un ballon, moi je trouve ça très bien. Non plus, M. Mbappé, il est quand même très bien payé. Alors s'il a un peu chaud, il peut prendre des douches. Voilà, c'est pas un problème. Alors Grégory, il faut dire que les supporters, c'est un peu compliqué pour certains supporters de certains pays. Hein. Oui. Ce qui devait être une fête est devenu une sorte de parcours d'épreuves. Hein. Oui. Et ça continue pour ceux qui ont pu se rendre aux États-Unis, même les déplacements. Hein. Je veux dire, à l'intérieur des États-Unis, sont très compliqués, avec des tarifs exorbitants pour les transports, etc. Tout à fait. C'est-à-dire que c'est quand même incroyable. Que pensez-vous de ce climat général ? Est-ce que tout ça n'assombrit pas finalement ce qui devait être une grande fête, une réjouissance collective ? En fait, là, on est dans tout ce que, je pense, ceux qui sont extérieurs au monde du football détestent. C'est-à-dire le business, la finance. C'est vrai que ça a toujours été une image qui a été accolée à la FIFA, mais c'est vrai depuis la gouvernance de Gianni Infantino, qui était à l'origine le numéro 2 de Michel Platini, qui n'était pas du tout le... Et avant celui de... aussi, ouais. Oui, il était secrétaire général à la FIFA, et depuis son arrivée, on voit qu'il y a eu une bascule dans l'organisation de la Coupe du Monde. On a vu... Souvenez-vous, il y avait donc déjà l'organisation du mondial avec la Russie. Ensuite, s'en est suivi le Qatar. D'ailleurs, les Américains avaient aussi candidaté avec le Qatar. Exactement. Et aujourd'hui, donc, les États-Unis. Normalement, si vous voulez, ces événements-là, c'est comme vous l'avez dit, c'est des moments de fête, la fête des supporters. Ça permet de brasser à peu près 1 million de supporters qui viennent dans le pays hôte. Or, ce qu'on est en train de constater déjà, c'est que beaucoup de supporters ne peuvent pas venir et ce qu'ils veulent seulement, c'est que c'est destiné à une élite. C'est de plus en plus élitiste. Quand on voit le prix des billets qui ont été multipliés par 5 entre, je crois, 3 Coupes du Monde, on dit que cette Coupe du Monde va rapporter à peu près, on vise 13 milliards de dollars. C'est énorme. Donc on voit qu'on est très loin de ce que est censé véhiculer la FIFA. La FIFA, normalement, c'est une image plutôt inclusive qui doit intégrer les supporters du monde. Et là, je pense que Donald Trump, comme vous l'avez dit à un moment, a totalement vassalisé la FIFA. Il se sert de cet événement pour mettre en exergue sa politique migratoire aux yeux du monde. Et là où on est censé rassembler... Aux yeux de son électorat déjà. De son électorat, oui. Oui, mais aussi, il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a des sociétés qui sont derrière. Je pense à la société Palantir, qui fait notamment la gestion de la data et des données. Et ces sociétés-là vont certainement vendre leurs prestations à d'autres pays de l'Occident. Donc il y a toujours des objectifs cachés qu'il ne faut pas minimiser par rapport à cette Coupe du Monde. Je peux faire juste une remarque. Moi, ce qui aussi me gêne dans le foot, c'est qu'à travers le succès d'une équipe, on exacerbe le nationalisme du pays. C'est une espèce d'exubérance nationaliste. Ah, ça c'est vieux comme le foot. Oui, c'est vieux comme le foot, mais je peux m'interroger sur le sujet. Voilà. Ouais, sauf que je pense que certains pays en ont besoin pour leur cohésion également. Quand ça gagne, oui, ils ont besoin de la guerre aussi dans ce cas-là. Non, mais quand il y a une faute qui est la cohésion nationale. Non, quand il y a une victoire, la victoire d'une équipe nationale, ça permet toujours de resserrer des liens. On le voit, les gens fêtent ensemble. On oublie les divergences politiques. Moi, j'en suis moins sûr. On comprend bien ce qu'il veut dire. Ouais, non, ça, je ne sais pas, moi. Moi non. On a compris. Moi, j'ai compris. Vous comprenez. C'est des constats qui ont été faits dans beaucoup de pays africains, un peu partout. On a besoin de ça. C'est pourquoi il y a de plus en plus, au niveau de certains États, cette diplomatie sportive qui fait que, c'est devenu un programme et avec beaucoup de succès. Maintenant, il faut s'en réjouir, donc, ou s'en inquiéter. Non, il faut s'en réjouir. D'accord. Il faut s'en réjouir. Non. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le foot, c'est le seul moment où on ne va pas regarder justement les origines sociales,
Et on l'avait vécu ici en France en 98. Ah si, si. Ça, vous Ah, si. avez une vision idéalisée du foot. là. Mais non, Franchement, L'objectif, c'est ça, c'est de rassembler tout le monde. Là, on ne parle pas de l'objectif, on parle de la réalité. Non, Pas c'est des quelque chose qui a réalités. été vécu quand même. Il ne faut pas le nier, c'est quelque chose qui a été vécu. Quand ici en Quand les France, dans les supporters années... se cassent la figure entre eux. Ça, c'est autre chose. avec- Non, ça, c'est autre oui, chose. mais Non, ça ça, fait C'est pas- des gens qui viennent, Mais d'accord, mais perturber ça fait ces rassemblements. Ouais, C'est très bien, c'est des d'accord. casseurs, il y en a partout. Ça fait partie de Alors, on va continuer à parler Ouais. de tout un système. Oui, Oui, en bien fait, sûr. c'est ça que je voulais dire. En fait, la fête a été un peu sabotée par l'intrusion de Trump dans cette histoire. Et on parlait de vassalisation de la FIFA. Ce n'est pas une vassalisation de la FIFA, c'est une vassalisation d'Infantino qui est là et qui incarne la FIFA. qui incarne bien entendu la FIFA et qui fait tout pour plaire à Donald Trump, Bien sûr. allant jusqu'à lui dépasser même sa fonction en lui attribuant un prix de la paix qui jusqu'à présent n'existait pas. Et ensuite, ça fausse complètement le but du jeu. Parce que quand on attribuait cette Coupe du Monde à l'Amérique, à ces trois pays, c'était pour démontrer, forger une certaine unité de l'Amérique du Nord à travers ces trois pays, le Canada, le Mexique et les États-Unis. Eh ben, c'est raté. Qu'est-ce qu'on constate? C'est que finalement, ce sont les États-Unis qui se sont imposés avec des règles économiques. On a vu cette pause comment ça s'appelle encore? Pause fraîcheur, qui est en fait une pause de publicité. On a vu aussi cette tarification dynamique au niveau des billets, ce qui fait que, bon, voilà, c'est des algorithmes qui sont là, qui calculent en fonction de l'affluence, en fonction de l'importance du match, qui fixent les prix de ces billets. Et à l'intérieur, cette grande déception de certains supporters par rapport aux frais de transport. On a vu ces supporters marocains, ils étaient tellement surpris, un billet de train à $100. Et bien avant, cette histoire des visas également, qui est par rapport à certains pays africains, donc c'était devenu une Coupe du Monde élitiste, parce que même les Africains, les supporters africains qui voulaient se déplacer ne le pouvaient pas. Si je prends l'exemple du Sénégal, il y a toujours le 12e Gaïndé, le club des supporters sponsorisé par le ministère de la Jeunesse qui accompagnait l'équipe nationale, mais qui ne pouvait pas se déplacer, parce qu'on demandait minimum $5 000 de caution, ou bien ça variait entre $5 000 et $15 000 la caution, et ce n'était pas sûr qu'on allait avoir le visa. Donc là, ça posait un énorme problème. Vous avez la parole. Il y a le cas emblématique de l'arbitre. C'est là où c'est le point que j'allais aborder. Un des meilleurs arbitres africains, Monsieur Omar Abdul Kadir Artan. Kadir Artan. Son voyage s'est arrêté sur le tarmac de l'aéroport de Miami. Oui, et on sait jusqu'à... Il avait ses papiers, il avait le visa également, il a été interrogé pendant plusieurs heures, puis ensuite refoulé. Oui, c'est là où le bas blesse. On ne sait même pas pour quel motif. 11 heures d'interrogatoire. Et on ne sait même pas pour quel motif il a été refoulé. On ne sait même pas pour quel motif. Ça veut dire c'est un point de vue qui n'engage que moi. C'est une insulte faite au football africain et à la CAF, parce qu'en ce moment, c'est l'un des meilleurs arbitres africains. C'est une insulte au droit, tout simplement. Exactement. Et ça reflète très fortement la politique migratoire. Exactement. De la Trump, l'essence de cette politique, en tout cas. Gratien, vous attendez avec impatience votre tour pour apporter votre point de vue sur cette Coupe du Monde. Oui. Vous arrivez même à lire dans la tête de Ben ce que nous ne percevons pas. Oui, non, je suis d'accord avec Ben que le football unit le peuple. Il a parlé, par exemple, je pense qu'il a voulu parler du Sénégal, la victoire du Sénégal. Si, par exemple, il y a la victoire du Sénégal, ça pourrait unir l'équipe dirigeante du pays. Ça, elle en a besoin d'être. Oui, justement. Oui, ils ont besoin de faire une certaine pause pour qu'il y ait au moins un temps de calme afin de relancer. Il y a toujours pour relancer. Mais en fait, moi, ce que je déplore, c'est que la FIFA organise la Coupe du Monde. C'est-à-dire que la FIFA a les droits d'organisation. Bien sûr. Je ne comprends pas. Ce que je ne peux pas comprendre, c'est que le président de la FIFA, ou même les membres de la FIFA qui sont de l'Afrique, qui viennent de l'Afrique, comment ils peuvent accepter qu'on refuse les visas à un arbitre, les visas aux spectateurs. Oui. Donc, ils peuvent dire, non, si vous faites ça pour l'Afrique, nous retirons. Il faut qu'ils fassent
Pour moi, ils auraient. Oui, c'est parce qu'il y a de l'argent. C'est ça, exactement. Oui, mais il y a de l'argent. Sinon, ils auraient dû faire un chantage. Ce qui se dit, c'est que les fédérations ont beaucoup d'argent autour de la FIFA, ce qui fait qu'ils arrivent à obtenir leur silence. Et c'est pour ça qu'il y a très peu de revendications des fédérations par rapport à ces problèmes-là. Oui, on comprend. C'est ce qu'il a dit, c'est une histoire d'argent. Oui, bien sûr. Ce n'est pas vraiment. C'est plutôt le discours de Gianni Infantino qui dit qu'en dernier ressort, c'est le pays hôte qui doit décider. C'est totalement absurde. Oui, mais finalement, à un certain moment, on va les faire jouer sans, avec les téléspectateurs, les spectateurs qui viennent de ces pays, sans qu'on... On va continuellement... Imaginons s'il y a un match... On est loin des vertus de... Ah, du tout. Non, parce que là, ce qui se passe, Infantino, tout ce qui l'intéresse, c'est à la fin de la Coupe du Monde, c'est 8 milliards d'euros qui vont être dans les caisses de la FIFA. Alors, puisque vous parlez de Gianni Infantino, donc voilà, on va quand même récapituler un peu ce au fait. C'est un pendant cette Coupe du Monde, il a donc décerné, vous le disiez, ce prix de la paix FIFA à Trump, un prix créé spécialement d'ailleurs pour Donald Trump, un spectacle absolument sidérant. Bon, la FIFA est même prête à enfreindre ses propres règles en offrant à Trump le privilège de soulever le trophée avant qu'il ne soit remis à l'équipe gagnante à l'issue de ce tournoi. C'est quand même extraordinaire. C'est enfantin, c'est ridicule. Avec dans ce registre, maître. Oui, c'est bien ce que je dis. Surtout les propos. Parce qu'Infantino disait à Donald Trump, seuls les champions ont le droit de toucher à cette coupe et vous en faites partie. Vous êtes un champion. Non, mais il le dit lui-même, qu'il est le meilleur président de tous les temps et qu'il est le champion tous azimuts. Il est le boss. En tout cas, plusieurs observateurs ont souligné que Donald Trump s'est accaparé sur ce tournoi, marginalisé le Mexique et le Canada et transformé la Maison-Blanche en officine bis de la FIFA pour superviser l'organisation de cette Coupe du Monde. C'est une coupe qu'on oubliera très vite peut-être, non ? Très facilement. Dès que on a hâte de voir un autre pays organiser vraiment la Coupe du Monde d'une bonne façon. Parce que moi, le problème que j'ai, c'est que ça peut être un cas d'école. Imaginons par exemple demain si les années qui suivent, c'est l'Italie. L'Italie avec la politique actuelle qui organise la Coupe du Monde. Éventuellement, que l'Italie pourra dire, attendez, les Congolais, vous n'allez pas venir. Les spectateurs congolais, vous n'allez pas venir parce qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent rester. Ils vont choisir en fonction des pays qui ont un certain taux d'immigration. Donc, mais Mélanie sera plus habile que Trump en la matière. Tout à l'heure, Maître évoquait cette organisation avec ces 3 pays. Il faut savoir que la prochaine Coupe du Monde se tiendra au Maroc, en Espagne et au Portugal, avec les premiers matchs qui se tiendront en Amérique du Sud. On voit que ça devient du grand n'importe quoi. Exactement. Et que Gianni Infantino veut même ouvrir à 64 équipes. C'est-à-dire que même nous qui aimons le foot, on suit déjà, c'est très compliqué de suivre 48 équipes, on ne les suit pas. Imaginez-vous 64 matchs. Donc c'est devenu vraiment un pur business parce qu'on sait que plus il y a de matchs, plus il y a de billetterie, plus il y a de sponsors et c'est devenu vraiment ce système-là qui prédomine à la FIFA. Vous avez toute notre compassion. Oui, c'est dur. Mais aussi, juste une dernière remarque, Francis. Ce qui est assez drôle, si on peut se permettre, c'est qu'on avait beaucoup critiqué le Qatar à juste titre dans l'organisation du mondial, avec tout ce qui s'était passé avant, notamment avec tous ces gens qui ont perdu la vie. On s'est quand même rendu compte qu'après, ça a quand même servi à un certain nombre de choses au niveau du pays, parce que quand la FIFA vient dans un pays où c'est compliqué au niveau des droits humains, ça permet à ce pays-là quand même d'évoluer, parce qu'il y a tous les regards de la communauté internationale qui sont là. Et là, on voit que les États-Unis... Vous avez un exemple ? Oui, vous savez, il y a le droit de l'homme ont évolué avec la FIFA. Il y a le système, si je ne me trompe pas, vous savez, de Kafala, où en fait on a besoin d'avoir un sponsor quand on est étranger. Ce système-là a été un petit peu adouci. C'est des faux semblants. Mais non, ce sont des choses quand même qui existent et qui évoluent. Non, c'était ça la FIFA. Si on s'en remet à la FIFA pour garantir les droits de l'homme dans les pays, vraiment... Maître Jean-Paul Benoît, je comptais sur votre attention pour écouter quand même les amateurs de football. Non, mais je les écoute. En tout cas, ce qu'on constate... Non, mais je suis minoritaire ici. Je suis minoritaire. En tout cas, ce qu'on constate, c'est qu'au niveau au Mexique, il y a un sentiment de frustration. Et c'est apparu au niveau de certains articles où les Mexicains se considèrent en réalité comme de simples figurants de cette Coupe du Monde. Vous n'êtes peut-être pas minoritaire d'ailleurs. Moi, je suis un médiateur. Mais vous le faites très bien. Bon, on va passer à notre sujet, messieurs. On va parler du Cameroun avec Issa Chiroma Bakary, ancien ministre du Cameroun.
ancien candidat malheureux à la présidentielle d'octobre 2025 et qui désormais attaque le président Paul Biya devant les tribunaux à Paris. Alors c'est un nouveau développement de la présidentielle d'octobre dernier. Issa Chiroma Bakary, candidat malheureux à cette élection, qui soutient toujours qu'il est vraiment, qu'il est le véritable vainqueur de cette élection, a déposé une plainte au tribunal judiciaire de Paris contre le président Paul Biya, à qui il impute la responsabilité de la répression des manifestations qui ont suivi la proclamation des résultats de cette élection présidentielle. Actuellement en exil, Chiroma Bakary, qui a été pendant plusieurs années l'un des proches du régime camerounais, choisit donc la voie judiciaire pour réactiver un contentieux électoral que l'on croyait éteint définitivement. Mais Jean-Paul Benoît, qu'est-ce qu'il peut attendre de cette procédure? Bon, comme il ne peut pas engager de procédure dans son propre pays, il l'engage ailleurs. Moi, j'ai connu le Cameroun et cet état de droit à travers Marafa, qui est en prison toujours, et j'ai été son avocat. Donc je me suis aperçu, je le savais, que le Cameroun n'est pas un état de droit, et quand on a besoin de contester un événement politique devant les tribunaux camerounais, c'est impossible. Donc Biya est au pouvoir depuis une éternité, on n'arrive plus à compter. Et tout opposant, je prends le cas de Marafa parce qu'il est exemplaire, Marafa n'avait même pas dit qu'il allait se présenter contre lui, il avait dit « je me présenterai peut-être un jour à la présidence de la République ». Ça a suffi pour le mettre en prison et maintenant en résidence surveillée depuis des années. Et devant les tribunaux camerounais, je n'ai pu aboutir à rien. Même j'ai eu des difficultés au départ pour obtenir un visa pour aller au Cameroun parce qu'on savait que j'allais défendre quelqu'un qui était injustement emprisonné pour des raisons politiques. Donc dans le cas présent, je ne sais pas quels vont être les moyens dont vont disposer les tribunaux français. C'est un moyen de pression politique, c'est sûr, de la part de ce Camerounais. Oui, parce qu'il dépose plainte à Paris au nom de la compétence universelle. Exactement. Est-ce que cette notion de compétence universelle a aujourd'hui un certain impact ou beaucoup moins qu'autrefois? Non, ça a un impact et il faut l'utiliser chaque fois qu'on peut l'utiliser. Après, c'est les tribunaux qui vont juger et qui vont décider si cette procédure est recevable, et il y aura une instruction, etc. Mais c'est quand même un moyen de pression et c'est une façon de dire la vie politique au Cameroun n'est pas totalement là. Libre, on le sait, et un candidat malheureux qui estime qu'il a été élu n'a pas eu de moyen de s'exprimer au Cameroun. Et c'est sûr, tout le monde le sait, que l'élection présidentielle au Cameroun, elle est gagnée avant qu'elle ait commencé d'être mise en œuvre. Si je vous entends bien, ce dépôt de plainte est un acte politique également. Bien sûr, c'est un acte à la fois judiciaire, mais avec une implication politique, puisque ça porte sur un sujet politique. Ce n'est pas sur n'importe quel sujet, c'est sur la défaite de quelqu'un qui estime qu'il a été injustement battu parce que les règles de droit n'ont pas été respectées et qui n'a pas pu s'exprimer dans son propre pays librement et face à des tribunaux impartiaux. Et là, il porte plainte justement en fait, pour les manifestations qui ont été réprimées au Cameroun suite à la proclamation des résultats. Et il rappelle d'ailleurs que plusieurs des milliers de Camerounais sont encore détenus aujourd'hui dans différentes prisons du pays. Il en dénonce les conditions de détention, selon lui, illégales et contraires aux droits fondamentaux. Bien sûr. Gratien. Oui, pour moi, je pense que c'est Chiroma Bakary. Le fait de porter plainte dans un tribunal français qui a une compétence juridictionnelle internationale, comme le dit Jean-Paul, je pense que c'est politique. Si c'était le côté vraiment judiciaire, on sait bien que si on porte plainte en France, il doit avoir le parquet qui doit se saisir du dossier, faire les enquêtes, et le parquet est dirigé. Bon, le parquet dépend du gouvernement, de l'État. Oui, mais il n'y a pas d'instruction individuelle. Oui, il y a une politique pénale globale. On a vu avec le débat qui a eu lieu à propos. Mais il y a une certaine influence de l'État. Oui, donc tout dépend en fait des relations avec les États. On sait bien que, par exemple, le pouvoir français ne va pas enquêter sur la répression au Cameroun. Là, ça n'est pas du pouvoir. C'est pas le pouvoir français. Non, c'est le tribunal. Mais c'est le tribunal. C'est pas. Il faut savoir une chose. Il y a on sait bien les magistrats, les instructeurs, instructeurs, et les magistrats qui siègent. Oui, et donc du coup, les magistrats qui siègent sont un avocat quand même. Oui, justement, les magistrats qui siègent sont autonomes.
mais les procureurs Ils sont indépendants, pas précis. mais les procureurs, oui, impartiaux. On sait bien que dans certains procès, certains dossiers... Vous écoutez l'impression que c'est l'État français qui décide. Oui, on sait bien que dans certains dossiers, on peut changer le procureur qui entre plus dans le dossier parce que c'est un dossier qui concerne un autre pays et tout dépend des relations politiques avec ce pays. Et en plus, il faut savoir que, imaginons qu'il porte plainte et il y a une instruction, mais il va y avoir beaucoup de plaintes. Dans plusieurs pays, il y a beaucoup de manifestations qui sont réprimées. Il va y en avoir beaucoup. Et souvent, c'est parce que les pouvoirs, même le pouvoir français, aimerait. Parce qu'il y a le côté diplomatique et le côté judiciaire. Les tribunaux français ont été saisis des dizaines et des centaines de fois depuis des années au nom de la compétence universelle. Il y a des dossiers qui n'ont pas... Ce n'est pas une première. Ce n'est pas une première. Il y a des dossiers qui n'ont pas abouti et des fois qui aboutissent en fonction du changement de gouvernement en France. Non, c'est la mode de critiquer la magistrature. Et, moi, je suis beaucoup plus... Il y a des juges compétents, efficaces, il y en a d'autres qui le sont moins, comme dans toutes les professions. Mais globalement, la justice française est indépendante, elle est impartiale, et le parquet ne reçoit pas d'ordre individuel sur une affaire précise. Il y a une politique pénale générale, et il y a tout un débat sur ce sujet actuellement à propos de... Bon. Donc là, les juges vont faire leur travail, et puis ils peuvent aller enquêter, mais le Cameroun ne donnera pas l'autorisation si les magistrats, si l'instruction dit qu'il faut aller enquêter au Cameroun, il n'y aura pas de visa et ils ne pourront pas enquêter. Mais voilà, les juges font leur travail. Il sait sonder votre esprit et votre pensée. Là, il est passé à côté. J'allais demander ce que vous pensiez de ces supputations. Non. Moi, je dis plutôt que Tiroma Bakary a raison sur 2 points. Depuis son exil gambien, on n'entend plus parler de lui. Et ce n'est pas bon pour un homme politique. Donc, le fait de relancer son cas devant une compétence française, c'est un acte politique, mais aussi ça lui permet de relancer sa carrière politique. En tout cas, d'être visible. D'être visible. La preuve, on en parle ici. En fait, tu me rejoins. Oui, mais moi, les critiques par rapport à la justice française, je ne vais pas m'aventurer sur ce terrain. En tout cas, il a le droit de déposer un dossier devant un tribunal, un pôle judiciaire qui a une compétence universelle. Maintenant, ce pôle judiciaire réagira ou bien donnera suite en fonction des dossiers qui seront fournis. Ce que je constate, c'est qu'il fait des accusations très graves par rapport à la famille Biya et à l'actuel régime, en disant que, de l'or, du pétrole, du bois, à hauteur de 10 000 milliards de francs CFA s'est envolé du Cameroun. C'est une accusation grave. Je pense qu'il a suffisamment d'éléments parce qu'il a quand même été pendant des années ministre, donc faisant partie du Sérail. Donc je pense qu'il sait de quoi est-ce qu'il parle. L'autre aspect de la chose, c'est parce qu'également, on va vers d'autres élections au Cameroun et que les formations politiques sont obligées de s'adapter, de se réformer, parce qu'après cette présidentielle, ils ont laissé des plumes quand même. Donc il faut réorganiser. On a vu qu'au niveau du côté de Kamto, il est en train de faire, même certains avancent même qu'il est en train de faire une purge, parce qu'il y a des militants qui ont été considérés comme ayant joué le jeu du pouvoir. Donc toutes ces militants qui ne sont pas fiables, ou bien qui ont joué aux espions, il faut les extirper de la formation politique. Et en dernier lieu, il y a une chose que tout le monde reconnaît au Cameroun, et ça lui est arrivé, ça veut dire les opposants. Tant que Paul Biya sera là, tant que cette machine sera là, les opposants n'auront que 2 options. Soit mourir à l'étranger ou bien mourir en prison. Et lui, je pense que dans sa situation actuelle, il n'a pas l'intention de mourir à l'étranger comme ce fut le cas avec le défunt Ahmadou Ahidjo. Il n'a pas l'intention non plus de mourir au Cameroun non plus. Oui, mais au moins, il essaie de faire bouger les lignes. Oui, très bien. Et c'est tout ça. Donc on revient justement à l'acte politique dont on parlait tout à l'heure. Effectivement, non, il y a toujours un soubassement en filigrane, c'est la politique. Oui.
Vous voulez conclure, Grégory? Oui, moi j'y vois plusieurs choses. Je pense que, comme on dit mes camarades, il s'inscrit dans une dimension politique pour avoir de la visibilité. Ça, c'est indéniable. Et je pense, vu le contexte singulier du Cameroun, où il y a la privation des libertés, c'est très difficile d'émerger pour les oppositions. Donc c'est forcément, je pense, une bonne stratégie. Après, bien évidemment, il y a cette volonté aussi de rendre hommage à toutes ces victimes qui sont en détention, qu'il ne faut pas oublier par rapport à ça. Et c'est aussi une manière de ne pas tomber dans l'oubli. Donc je pense que c'est une visée juste. Après, par rapport à ce que disait Gratien, moi je pense qu'il voulait plus ou moins dire, je pense que Paris voit d'un très mauvais œil cette saisine. Parce que vous savez que tout est interprété en Afrique. Et comme la France n'a pas bonne presse sur le continent, cela peut être interprété comme, indirectement, vous savez, comme une ingérence dans les affaires camerounaises. Parce que tout de suite, dès qu'on dit qu'on prend une saisine, même si je suis d'accord, il n'y a pas un état de droit au Cameroun, on dit qu'on prend on ne traite pas au Cameroun et que c'est saisi à l'étranger. Et du coup, indirectement, on regarde le regard étranger. C'est un peu plus compliqué de déposer ce genre de plainte au Cameroun. Oui, non, mais je nie l'interprétation et tout ce que ça renvoie en termes de résonance. Absolument. Moi, je suis là pour analyser. Donc Oui, non, mais tu n'as pas totalement tort. Oui, c'est ça. Ça peut être interprété. L'analyse était utile. Merci, Francis. J'ai eu peur. À un moment donné. Est-ce que j'ai tapé à côté Non, aussi En tout cas, les autorités camerounaises le présenteront comme une ingérence. Ça, c'est sûr. Aucun doute. C'est de bonne guerre. Défense. Bon, pour l'instant, la seule réaction du côté des autorités camerounaises a été celle du secrétaire général adjoint du parti et ministre, je pense, c'est Grégoire. Comment il s'appelle? Awona. Oui. Grégoire Oloa qui dit que bon voilà, il s'agite parce que juste il veut se faire remarquer. Oui. Bon, ça c'est une réaction diplomatique. C'est une réaction politique aussi. Oui, diplomatique et politique. Là, il fait de la politique. Oui, mais après, maintenant, je pense... C'est l'un des ténors du parti. Ouais. Mais je pense que quand les choses sérieuses vont commencer, ça veut dire quand le parquet, le parquet va accepter d'offrir une instruction, je pense que les choses sérieuses... Alors, il faut quand même que je précise que Issa Chiroma Bakary est lui-même sous le coup de poursuites par les autorités camerounaises qui l'ont accusé, après l'élection présidentielle, d'incitation à la violence dans le contexte donc, de ces troubles post-électoraux. Et d'avoir posé un plan insurrectionnel. Absolument, voilà. Affaire à suivre donc, troisième sujet de cette édition, le conflit au Moyen-Orient, avec une drôle de fin de guerre. Lundi dernier, après des semaines d'annonces non suivies des faits, le médiateur pakistanais a confirmé qu'un protocole d'accord venait d'être finalisé. J'emploie le terme à bon escient, puisque c'est le terme qui a été employé. Finalisé entre les États-Unis et l'Iran pour mettre fin donc, à la guerre dans cette région, y compris au Liban. Donald Trump s'est félicité de cette conclusion, qu'il considère évidemment comme une victoire personnelle. Dans le même temps, l'Iran proclamait lui aussi sa victoire contre l'ennemi américain. Alors, Maître Jean-Paul Benoît, il faut dire que le protocole d'accord devait être signé ce vendredi 19 juin en Suisse, mais finalement, à la demande des Iraniens, il faut bien le préciser, il a été signé électroniquement ce mercredi soir, ce 17 juin, au moment où Donald Trump se trouvait donc à un dîner, ce dîner d'État avec Emmanuel Macron, au palais de Versailles, en France. Quelques heures plus tôt, Donald Trump, au sommet du G7, a un peu surpris la salle qu'il écoutait lors d'une conférence de presse, lorsqu'il s'est mis à faire des éloges extraordinaires des dirigeants iraniens. Voilà. Une histoire incroyable, en tout cas. Non, cette histoire d'Iran est tout à fait révélatrice de ce qu'est Trump. Un contentement de lui-même permanent, une analyse élémentaire des difficultés stratégiques et diplomatiques et le lâchage du peuple iranien. Parce que quelle est la victime dans cette affaire? C'est le peuple iranien. Il y a eu d'abord les répressions à l'issue des manifestations de février où Trump avait dit « j'arrive ». Il a dit « allez-y d'ailleurs ». Allez-y, j'arrive. Oui. Et il y a eu, avec les bombardements américains et israéliens, 3000 victimes supplémentaires. Donc personne n'en parle beaucoup du peuple iranien. Moi, c'est au peuple iranien que je pense d'abord. Et Trump, ça lui est complètement égal. Ça ne l'intéresse pas, puisqu'il avait dit qu'il allait renvoyer l'Iran à l'âge de pierre.
Mais il a changé de but de guerre régulièrement. Mais il n'a Parce pas qu'on eu- en est arrivé aujourd'hui à ce qu'il se félicite du fait que le détroit d'Ormuz va être réouvert et que l'économie mondiale va être Oui. sauvée et que le pétrole va couler à flot. Donc, je vais aller vite. On en est là. Mais cet accord est pour moi une défaite stratégique majeure pour les États-Unis. Depuis la guerre en Afghanistan et au Vietnam, c'est une défaite stratégique majeure. Parce qu'on est parti de quoi? On est parti d'un accord qui avait été signé en 2015, que Trump a déchiré quand il est arrivé au pouvoir. Parce que Trump a une obsession, c'est Obama. Et il ajoute toujours, parce que pour lui c'est péjoratif, Hussein. Barack Hussein. Hussein Obama. Donc c'est son obsession. Et hier, dans sa conférence de presse qui était extraordinaire, il a parlé sans arrêt d'Obama. Et alors dans cette conférence de presse, il parlait de l'Iran, puis après tout d'un coup, il parlait du MMA, puis après il disait qu'il était le meilleur président de tous les temps. C'était tout à fait extravagant. Et j'ai trouvé exagéré que notre président, notre cher président Macron, ait cru bon de dire que c'était un très bon accord. Que Macron organise le G7, qu'il invite Trump à Versailles pour les 250 ans de l'indépendance américaine, pourquoi pas? Mais de là à dire que c'est un très bon accord, on pouvait dire c'est un accord. La France était contre l'engagement de cette guerre, donc maintenant nous allons tout faire pour que cet accord soit mis en œuvre d'une manière positive. Alors qu'est-ce qu'il y a dans cet accord? Ben, finalement, rien. Il n'y a pas grand-chose. Il n'y a rien. Enfin, il y a tout pour les Iraniens. Il y a le Oui. il y a le fait qu'on dit on va ouvrir le détroit d'Ormuz, sauf que le détroit d'Ormuz n'était pas fermé au début de la guerre et que les Iraniens ne prélevaient aucune taxe sur la navigation du détroit d'Ormuz. Maintenant, il y aura comme on ne va pas dire une taxe, on dit un droit de navigation. Ouais. Donc ça fait plus snob dans le droit international. On dit c'est pas la liberté de circulation maritime n'est pas arrêtée, c'est un droit de navigation. Donc Trump, il n'a rien réussi. On va donner de l'argent aux Iraniens. Oui. En plus des fonds gelés, 300 milliards quand même pour reconstruire. Non, mais d'abord, on va dégeler une partie de leurs avoirs. Et dans le protocole, parce que ça n'est pas un accord, c'est un protocole, Oui, c'est ça. il n'y a rien de précis, ni sur les missiles balistiques, ni sur le nucléaire, et encore moins sur le régime et les droits de l'homme. Donc, mais le flou profite aux Iraniens. Donc c'est une victoire. Le flou trompien ou trompiste profite aux Iraniens. Des Iraniens. Les Iraniens vont dire le Grand Satan, qui est la première puissance militaire, certes a détruit une partie de notre flotte, mais nous avons gagné. Le régime est là. Nous allons contrôler le détroit d'Ormuz et on va nous payer, libérer les avoirs gelés. Donc c'est une défaite majeure pour les États-Unis et je trouve ça... D'ailleurs, tous les médias américains sont très remontés depuis... Voilà, je trouve ça... Depuis ce jeudi contre cet accord. Je trouve ça... Évidemment, voilà, que c'est une forme de front nationale, bien entendu, dans laquelle, finalement, Donald Trump les a entraînés. Et Israël est complètement absent de l'accord. Ah oui, bien sûr. Je pense que... Grâce à Oui, je pense qu'il y a un quotidien israélien qui a bien résumé l'affaire, Mariv, qui s'appelle Mariv, qui dit bien, qui dit bien que au début, on nous a promis la victoire totale et à la fin, on a un désastre total. Exactement. Je pense que c'est vraiment bien résumé pour un quotidien. Mais l'Iran sort renforcé de finalement. Oui, exactement. Et en plus, quand ils ont lancé la guerre, ils disaient qu'ils voulaient libérer le peuple iranien. Oui, c'est ça, oui. Mais dans l'accord, il est bien inscrit que les États-Unis s'interdisent de s'immiscer dans les affaires intérieures de l'Iran. C'est-à-dire qu'ils disent, consolidez-vous le pouvoir qui était en place. Si vous voulez, les opposants, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Et en même temps, justement, les 300 milliards, le plan Marshall, j'ai regardé, aujourd'hui, au dollar actuel, le plan Marshall, c'est 150 milliards. Et qui était pour l'Europe, toute l'Europe. Et aujourd'hui, on parle de 300 milliards de dollars pour l'Iran, qui aura 2 fois plus le plan Marshall, juste pour reconstruire, se développer, alors que c'est le pays qui a été attaqué. En fin de compte, les Iraniens, ils ont eu un jackpot. Et en même temps,
ça va relancer la croissance économique parce qu'il va y avoir Oui, on verra la suite. Ils vont reconstruire l'économie. Ça va C'est tout. relancer la corruption. surtout. Oui, même si la corruption, il va y avoir la croissance économique. On n'est pas- C'est normal parce qu'ils vont construire Non, mais tout ce qui a été On dit. n'est pas encore à 300 milliards. C'est Oui, 100 c'était- milliards oui. immédiats, c'est pas 300 milliards. Oui, mais dans les accords, c'est marqué 300 Dans milliards. les accords, mais ça- c'est marqué. Non, 300 mais milliards. Le fait que ce soit marqué dans un ça accord va être signé par discuté. Donald Trump, Ça va être discuté. ce sont les termes de l'accord. Oui, Ah oui, Jean-Paul Benoît. ça a Donc, été marqué. C'est quand même hallucinant c'est pour ce que l'observateur voulaient les ordinaire de C'est dire, ce bon, que finalement, voulaient les Iraniens. on engage Les une Américains, guerre, ils ont signé. et 3 mois plus tard, voilà, finalement, Ils ont signé un c'est protocole. celui qui a été attaqué, C'est pas un qui s'en accord, sort, qui s'en c'est sort le le mieux et qui est protocole renforcé. permet de C'est un discuter. mémorandum. Mais Non, c'est mal parti, de toute façon. C'est un memorandum of understanding. Exactly. Donc voilà. C'est mal parti pour les Américains, c'est ça, sûr. c'est sûr. Et on ne sait pas si ça va être respecté ou pas. Mais il y a 60 jours. C'est quand Oui, même il y a beaucoup, 60 ça. jours. Ces fameux 60 jours. Et ces 60 jours sont aussi Voilà, extensibles. ça peut Oui, être- oui. Donc voilà, Extensible. extensible. Donc le premier point qui frappe tous les observateurs avertis, c'est que l'Iran, ou bien le régime des Mollahs, sort renforcé. renforcé. Ça, c'est sûr. Parce que les gens sûr. s'attendaient à la chute de ce régime. Avec tout ce qu'on lui a prêté, les premières manifestations qui ont eu lieu, le nombre de morts, coupure d'Internet, Absolument. tout ce qu'on... Et là, le régime, malgré les pertes subies avec la mort de l'ayatollah, de certains oui, dirigeants, il y a des pertes. mais n'empêche, Les pertes humaines, quand même. oui, 3000. mais même au sommet de l'État, mais n'empêche, le régime est Oui. encore là, toujours là. Ça veut dire, à travers ce mémorandum, qu'est-ce qui se passe? On donne un blanc-seing au régime, vous pouvez continuer à régner sur l'Iran, vous pouvez continuer à mater la population comme vous l'entendez. Au niveau du nucléaire, On ne donne pas une blanc-seing. On n'en dit rien. Les Iraniens ont simplement négocié un accord à leur profit. Et c'est tout à fait légitime. Non, mais Trump. En fait, ils négocient que le nucléaire. Le reste, c'est déjà Non, fait. mais il y a rien. Non, disons, le reste, on a le négocié. sentiment que ce sont eux qui ont imposé les termes de l'accord. mais Et bien ce sont entendu. eux-mêmes, d'ailleurs, qui ont imposé le chronogramme de la signature de sûr. cet accord. Bien Effectivement, sûr. non, Mais mais extraordinaire. Trump dit que ce sont des dirigeants intelligents Ah oui. et que le régime va se modifier. Trump, il les trouve intelligents tout d'un coup. Alors, il se trouve très intelligent lui aussi. C'est pour ça Ah oui, qu'on oui. sait qu'en matière d'intelligence, il se trompe tout. oui, mais n'oublions que Mais ce sont des l'échec... grands stratèges militaires. Laissez terminer. Ouais, Ben. n'oublions pas que le jeu d'échecs est né en Perse. Et c'était Ouais, les ouais, Iraniens. bien Donc sûr. voilà, c'est des gens Non, qui mais savent c'est- négocier. c'est Des vrai. gens... Oui, c'est connu, ça. Oui, c'est c'est une vraie connu. civilisation. C'est une sûr. civilisation qui est là et qui est encore là. Et c'est Bien des sûr. gens qui sont très cultivés, c'est des gens qui sont très instruits non, mais- et qui savent ce qu'ils veulent. Comme le disait Francis, les termes de l'accord ont été dictés ou bien ont été rédigés sous la dictée des Iraniens. Ouais, ouais. Et là, ils ont 60 jours et d'avance, ils ont pu inclure le Liban dans cet accord. Et Israël est sur la touche. C'est plus Tout compliqué. à fait. Ouais. Là, on Par va exemple, voir. dans l'accord, il n'y a rien sur les proxys. Il n'y a rien sur le Hezbollah, il n'y a rien sur le Hamas, il n'y a rien. On dit simplement il faut que la guerre cesse au Liban. Et le Liban est aussi, ce pauvre État libanais, est une victime aussi de cet accord. Ouais, Ah, ils Le peuvent se 28, com- le 28 février dernier, le monde a été engagé dans une aventure de Donald Trump. Tout à fait. Non, Voilà, c'est- avec les conséquences. Voilà. évidemment. Le seul lot de consolation pour le Liban, c'est qu'il est dit qu'il faut respecter la souveraineté Ouais, et ouais. l'intégrité territoriale. c'est ce qu'on du dit Liban. toujours. C'est ce qu'on Oui, dit toujours. ça, Mais ça, là, ça. c'est le langage diplomatique qui revient dans tous les accords, qui revient dans toutes les discussions. Enfin, si on écoute Trump, il aura- Mais avec Trump, c'est un peu plus compliqué. Mais quand on l'écoute, on a le sentiment qu'il demande au monde entier à oublier. Il ne s'est rien passé. Ah non, il a passe à autre dit... chose. Non, 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 mais puis les il va termes- dire le contraire dans 8 jours. Attends, Oui, oui. Non, Bah, il a surtout dit... quand il confond la guerre avec un jeu vidéo, évidemment, c'est un peu, c'est un peu inquiétant. Il est confiant, il dit qu'il a pu trouver un bon accord et que ça est un signe de respect et de confiance. Oui, c'est ça. Ben oui, évidemment. C'est lui, évidemment, tout le mérite lui revient. En fait, je pense que le problème. Grégory, Oui, bien sûr. vous permettez que Grégory oui, bien sûr, intervienne bien sûr. Merci, Gracien. Non, si on avait un doute que par rapport au talent de négociateur de Donald Trump, on voit que c'est un piètre négociateur, ça c'est la première chose. Je pense que les grands perdants de cette guerre, c'est le peuple iranien, qu'on a très peu évoqué d'ailleurs tout au long de cette guerre. On a suivi vraiment... Jean-Paul Benoît en a beaucoup parlé à On en a l'instant. parlé exactement, mais je parlais vraiment des médias en général, on a très peu parlé du peuple iranien. La voix de maître Jean-Paul Benoît porte, hein, vous savez. Oui, oui, c'était très intéressant. Je rebondis d'ailleurs, ça permet de faire une Ah, convergence. merci.
Moi, ce qui m'intéresse, en fait, si vous voulez, c'est plutôt les conséquences de cette guerre. Donc, on voit qu'on a le régime iranien qui sort renforcé. Sur le plan Vous savez régional. que sur un plan géopolitique au niveau du Moyen-Orient, il y a ces deux puissances régionales qui sont Exactement. l'Arabie Saoudite et l'Iran. Et on va voir du coup qu'est-ce qui va se passer après. Et d'ailleurs, ça remet aussi en question un certain nombre de choses, parce que vous savez, il y a plein de choses qui se jouent de manière assez habile. Oui. Je pense notamment aux accords d'Abraham. Qu'est-ce qu'il en sera par rapport à Israël? Ça, c'est une première Ouais, chose. Trump a dit que l'Arabie Saoudite allait rejoindre les accords d'Abraham, mais il dit ça depuis. Oui, bon, c'est du Donald il dit Trump. ça comme ça, C'est voilà. ça, oui, exactement. Bastien, vous voulez... Et je vais juste finir, parce que je n'avais pas fini. Non. Moi, ce que je veux aussi rajouter, c'est qu'aussi l'enseignement de cette guerre, c'était non-intervention donc, des troupes américaines au sol. Et on a vu toutes ces entreprises d'intelligence artificielle qui n'étaient pas dans les guerres précédentes qui sont intervenues. Tout à l'heure, j'ai évoqué l'entreprise Palantir, elle est aussi également là. Il y a aussi Anduril. Et on voit qu'il y a une nouvelle conception de la guerre et que la guerre est aussi dans la stratégie américaine pour bouleverser le jeu économique et la compétition qui oppose les États-Unis à la Chine. Donc qu'est-ce qui va se passer à l'avenir? Moi, je pense que là, on a quand même aussi des éléments par rapport à cette guerre qu'il ne faut pas du tout occulter. Non, et puis il faut voir comment Trump va réagir maintenant qu'il est débarrassé, je mets entre guillemets, de l'Iran, ce qu'il va faire avec la Russie et l'Ukraine. Oui. Ça, il y a quand même eu une phrase dans le communiqué du G7 qui n'est pas totalement anodine sur l'Ukraine. On verra aussi ce qu'il fera avec Cuba aussi. Alors ça, c'est un autre sujet. Oui, c'est quand même, Ça fait partie de son agenda. C'est plus facile, Cuba. C'est plus facile. Vous me direz tout à l'heure, pour conclure peut-être Jean-Paul Benoît, qu'est-ce que Trump finalement, quel est le dossier qu'il a pu conduire jusqu'au bout et réussir depuis qu'il a commencé son mandat? Aucun, sa propre élection. C'est ça, oui. D'accord. Bon, vous avez la réponse. Donc. Moi, c'est la mienne. C'est rapide. On peut la nuancer. J'ai la réponse. Non, très, très bien, je vous remercie. Elle est courte, brève, et définitive, précise en tout cas. Gratien. Oui, l'erreur de Trump dès le départ, c'est de ne pas avoir écouté les militaires. Il a voulu plus gérer d'une façon politique le dossier. Il n'a pas écouté les militaires. Or, quand on déclenche une guerre, il faut que les militaires prévoient cette guerre. Il faut bien préparer, parce qu'à un certain moment, on s'est retrouvé avec les États-Unis qui étaient presque à court de certaines munitions, même des anti-aériens. Ils avaient même les sous-marins ou les porte-avions qui commençaient à dépasser le temps de rester sur le terrain. Donc, ils n'avaient pas calculé la résistance des Iraniens. Jusqu'à combien de temps les Iraniens pouvaient résister? C'est-à-dire qu'il n'y a plus que des entreprises d'armement maintenant. Justement, c'est ça, ces nouvelles guerres ne mettent plus aux prises uniquement les entreprises d'armement et de sécurité. C'est ce qu'on appelle les guerres hybrides. Mais il faut savoir que, par exemple, les munitions, les réserves de l'armée, ils ont des réserves en fonction des guerres ou de la situation actuelle. Or, vous parlez des guerres actuelles ou de cette guerre, de l'Iran et les États-Unis. C'est que la guerre a trop duré par rapport au stock de munitions. Et les militaires, d'ailleurs, les généraux, ils avaient commencé à alerter sur cette situation. Parce qu'à un certain moment, il faut savoir que la logistique pour l'armée, il y a les militaires, bien sûr, qui se battent. On a vu, il n'y a pas de militaires qui se battaient. Mais quand on est au niveau des missiles, il y a surtout la logistique qui prime sur le tout. Donc, toutes les décisions doivent aller dans le sens de la logistique. Et les fournisseurs des armes ne fabriquent pas les armes et les munitions en fonction de cette guerre. Ils ont une commande et la commande, il faut qu'elle soit à moyen terme au moins, pas à court terme en disant vous me produisez 10 fois plus ce que vous produisiez avant et puis on arrête les commandes. Aucune entreprise ne peut suivre. Donc, Trump, je pense, c'est l'erreur commise. Mais il ne faut pas oublier. C'est une des erreurs. C'est pas ça l'erreur. Oui, c'est une mais pour moi, la principale. Ça, c'est votre expertise. Non, c'est l'erreur stratégique de départ. Et c'est la sous-estimation de la résilience du peuple, du régime iranien sur les limites de cette intervention, puisqu'on ne voulait pas faire une intervention physique sur le terrain, et avec tout ce que vous avez dit sur les guerres hybrides, plus la condamnation par une grande partie du monde, et notamment de la pauvre Europe, qui est quand même, hélas, et on y reviendra, un figurant dans tout ça, et ça me désole. Est-ce qu'il n'y a pas aussi le fait que cette guerre a été menée essentiellement par un homme, par un politique, par M. Donald Trump? Oui, tout à fait. Voilà, c'est donc improvisé, je dirais, oui, mais tout à fait. À un moment donné, chef de guerre, et il faut quand même se dire que de temps en temps, la guerre est une chose trop sérieuse pour la confier à certains politiques, notamment les plus fantasques. Il y a un journaliste qui a trouvé un bon slogan pour Trump, c'était
Make America Great Again, maintenant on est Make America Weak Again. Faible maintenant. C'est Geoffrin qui a c'est vrai qu'à un moment donné, les militaires, les officiers, les généraux américains se sont aplatis devant Trump. Non, Il y a certaines le décisions. responsable, c'est l'homme politique, c'est pas les militaires. Quand, lors d'un briefing, ils disent au commandant en chef que bon voilà, on n'est pas dans des dispositions pour faire ça et ça, il dit bon voilà, je veux ma guerre, je veux l'avoir. Ils se sont aplatis. Et l'autre aspect par rapport Mais après, ils improvisent. Ils sont obligés d'improviser et surtout par rapport à ce que vous disiez, Gratien, à un moment donné, au niveau des réserves des munitions, des missiles et autres. Des antimissiles. N'oublions pas qu'à un moment donné, toute la réserve a été fourguée à Israël par rapport à ce qui s'est passé à Gaza. Ce qui fait que les pays du Golfe, les monarchies arabes, ont eu des coups parce qu'il n'y avait pas assez de protection. Non, mais tout l'équilibre régional est menacé de nouveau. Rien n'est réglé en la matière. Et la capacité de résilience de l'Iran les a vraiment surtout ça. On a compris que Gracien devrait de temps en temps quand même être sollicité pour apporter son expertise sur sa coup, oui. dans certains conflits. On en profite. On en profite. C'est la fin de l'émission. Merci beaucoup. Maître Jean-Paul Benoît, merci. Vous êtes avocat, député européen honoraire. Ben Yayassi, merci beaucoup. Merci Francis. Analyste politique. Gracien Roquigny-Kiza, analyste politique, essayiste. On attend votre prochain ouvrage. Hein. Oui. C'est bientôt, hein? Oui. D'accord. Grégory Sileni, cofondateur de Madagascar Média et analyste politique aussi. Merci Francis. Et un grand merci à l'équipe technique, à Mustapha Kanté et Romain Clicquot-Deminck. D'ailleurs, la semaine prochaine, c'est Romain Clicquot-Deminck qui sera à cette place pour vous présenter l'émission. Et ça sera l'avant-dernière émission de la saison, bien sûr. Hein. Je remercie d'avance Romain, bien entendu, et je vous demande de lui réserver la semaine prochaine le meilleur accueil possible. Réservez le meilleur accueil. Donc, ça, là, c'est dit. Rendez-vous la semaine prochaine donc, pour une nouvelle édition de Panel Hebdo. En attendant, prenez grand soin de vous. À très vite.